Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de justice, la CIJ, qui est la plus haute instance juridique des Nations Unies, a rendu un avis consultatif historique. Cet avis donne des outils pour répondre à la question suivante. Les États peuvent-ils être tenus responsables de ne pas en faire assez pour le climat? Si on prend l'exemple des Vanuatu, un petit État insulaire qui a contribué très peu et qui souffre les conséquences directes des changements climatiques, on voit comment ces États doivent pouvoir poursuivre une justice climatique. Si on compare, par exemple, avec les États-Unis, historiquement des émetteurs et qui ne sont pas dans la même situation que des pays qui sont en train de disparaître ou qui souffrent déjà dans des conditions concrètes les conséquences des changements climatiques. Cet avis indique clairement que les pays qui n'en font pas assez contre les changements climatiques pourraient s'exposer à des conséquences juridiques en vertu du droit international. Myriam Cohen est professeure de droit à l'UDM. On lui a posé des questions pour mieux comprendre les implications de cet avis. Pour bien saisir ce que dit la CIJ, l'impact de cet avis sur l'action climatique des États et comment cette décision influence déjà le droit partout dans le monde, il faut revenir aux origines de cette cause. En 2019, un petit groupe d'étudiants d'une université dans les îles Fidji s'organise et demande à ce que la justice internationale se prononce sur la responsabilité des États dans la crise climatique. Le pays insulaire voisin, le Vanuatu, répond à leur appel en amenant leur cause jusqu'aux Nations Unies, où les États votent pour que la CIJ se penche sur la question. Après avoir consulté de nombreux États et organisations internationales, la Cour rend public son avis consultatif. La justice climatique et les réparations pour les effets des changements climatiques, ce n'est plus un concept théorique. En 2019, des étudiants dans un pays insulaire, en Océanie, ont commencé un mouvement. En 2025, le plus haut tribunal des Nations Unies a fixé, a éclairé les règles des jeux, les responsabilités étatiques. L'avis de la Cour répond donc à deux grandes questions. D'abord, quelles sont les obligations des États face à la crise climatique? Ensuite, qu'est-ce qui arrive si ces obligations ne sont pas respectées? Quand on pense au changement climatique, on pense certainement à l'atténuation, à l'adaptation. On a remarqué que ce n'est pas suffisant et que maintenant, on doit penser vraiment à remédier, à réparer les dommages qui ont déjà été causés. La Cour a clarifié qu'il existe cette possibilité si un État commet ces faits internationalement illicites en lien avec les changements climatiques, mais qu'il peut être tenu de payer des réparations à l'État lésé. Jusqu'ici, l'action climatique des États reposait largement sur leurs engagements volontaires. Mais cet avis représente un virage majeur. La responsabilité climatique n'est plus seulement morale, elle devient juridique. Les États ont maintenant le devoir de prévenir tout dommage significatif à l'environnement. Cette obligation d'agir prend racine dans le droit international coutumier, qui se base sur les pratiques courantes, les règles non écrites respectées par la majorité des États. Les traités en droit de l'environnement, alors l'accord de Paris, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il ne s'agit pas de seul cadre existant pour dicter les obligations des États. Les droits internationaux général, cette mosaïque de différentes règles, sont applicables. Et si un État viole ses obligations en vertu du droit international, il peut être tenu de payer des réparations. On l'a compris, contrevenir à son obligation d'agir implique des conséquences, et ce, même pour un État qui n'est pas partie prenante des traités internationaux et des conventions sur le climat, tels que les accords de Paris. Mais cet avancement crée des défis importants. Il faut, bien sûr, prouver qu'il y a eu un fait internationalement illicite. Ce type de fait, ce n'est pas facile nécessairement à prouver. Il faut apporter des preuves scientifiques, par exemple, la science d'attribution, pour dire qu'un préjudice a été causé par un autre État, qu'il y a un lien des causalités entre la conduite de l'État et les préjudices causés. Imaginons l'exemple d'un État A qui subit des dommages à la suite d'inondations et qui demande à l'État B de le dédommager car il le considère responsable. Pour gagner sa cause, l'État A doit prouver que ces inondations sont dues au changement climatique et déterminer dans quelle mesure ces changements climatiques ont été historiquement causés par l'État B. Ce n'est pas une tâche facile, mais dorénavant, la justice internationale clarifie les règles du jeu pour que les États dépossédés par les changements climatiques aient des recours. Il faut faire cette distinction entre les avis consultatifs qui sont des avis qui ne sont pas à l'encontre d'un État en particulier, mais qui apportent des clarifications générales de droit international et des affaires contentieuses qui peuvent être portées, par exemple, devant la Cour internationale de justice par un État à l'encontre d'un autre État
ou, par exemple, devant la Cour européenne par des individus à l'encontre d'un État. En d'autres mots, l'avis consultatif donne des outils aux juridictions pour les aider à prendre des décisions. La CIJ s'en servira pour analyser les poursuites entre des pays, alors que d'autres juridictions s'en serviront, par exemple, pour étudier des poursuites entre des individus et des pays. Au Canada, récemment, une affaire devant la Cour fédérale, Loiminki, contre Canada. La Cour fédérale, dans plusieurs paragraphes, a utilisé l'avis consultatif de la Cour internationale de justice dans son raisonnement. Et on voit aussi cette tendance dans d'autres États qui commencent déjà à mobiliser les enseignements de la Cour internationale de justice. Donc, même si l'avis n'est pas contraignant, il devient une référence juridique, un nouvel outil entre les mains des citoyens et des juges. Selon les derniers rapports, on a plus de 3000 affaires qui ont été portées devant les cours nationales par 55 juridictions dans plusieurs domaines du droit du climat. D'ailleurs, d'autres juridictions comme la Cour interaméricaine des droits de l'homme et le Tribunal international du droit de la mer ont aussi récemment émis des avis consultatifs qui vont dans le même sens. Je pense que cet avis marque un tournant historique puisque non seulement on peut voir déjà, puis on va certainement continuer de constater que les cours nationales mobiliseront, utiliseront les enseignements, les clarifications de la Cour internationale de justice. Mais également, ce qui est important de mentionner, c'est pendant les négociations, la conférence des États membres de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques aura lieu dans quelques semaines. Cet avis consultatif pourra servir de levier pour que les pays demandent une action plus concrète des différents États. Les pays les plus vulnérables au changement climatique ont maintenant un levier supplémentaire dans leur quête d'obtenir des engagements environnementaux plus sérieux de la part des grands émetteurs. Les obligations ne sont plus des obligations juste nationales, mais aussi sur la scène internationale.